Il pensait qu'il s'agissait simplement d'une piqûre de moustique, mais en moins de 72 heures, son corps a commencé à briller de l'intérieur. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Ce que vous allez entendre n'est pas de la science-fiction. C'est l'histoire vraie de David Coleman, un vétéran à la retraite qui s'est réveillé un matin pour découvrir que son ADN n'était plus entièrement humain. Et lorsque les médecins ont enfin pu expliquer ce phénomène, il était déjà trop tard. Si vous aimez les histoires qui brouillent les frontières entre science, mystère et inexplicable, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Le soleil avait à peine pointé à l'horizon. Pourtant, l'air extérieur vibrait déjà de la promesse d'un été dans le sud. Une chaleur humide et épaisse s'accrochait aux panneaux de bois de la cabane Coleman, nichée au bord d'un marais géorgien, loin des bruits de la vie urbaine. David Coleman était tête assis sur le bord de son lit, fixant sa main droite. Juste en dessous du poignet, une petite bosse irritée était apparue pendant la nuit. Elle était rouge, enflée et palpitait légèrement sous sa peau fine et tannée. Il plissa les yeux. « Un moustique », pensa-t-il. « Juste un moustique. » Il le gratta distraitement, même si une petite voix dans son esprit lui disait le contraire. Quelque chose n'allait pas. Il ne savait pas pourquoi. Cela semblait normal. Mais il ressentait une démangeaison profonde, pas seulement à la surface de la peau, mais quelque chose qui palpitait sous la chair, quelque chose qui refusait de s'apaiser. Il se leva, ses genoux craquant, et se dirigea vers la cuisine. Le plancher en bois gémit sous son poids, comme s'il était fatigué lui aussi, un partenaire dans son rituel matinal de silence douloureux. La cabane qu'il avait construite de ses propres mains il y a près de 30 ans avait vieilli avec lui. Ses murs portèrent l'odeur du tabac, du pain et du thym. Chaque étagère, chaque tiroir qui grinçait portait les traces de la vie qu'il avait vécue. Une vie solitaire, marquée davantage par l'absence que par la présence. Il se servit un café noir sans crème ni sucre, le genre de café qui gratte le fond de la gorge. Amer comme la plupart de ses souvenirs, le soleil se reflétait sur un cadre photo près de l'évier. Une femme aux yeux doux lui souriait à travers le temps, Evelyn. Elle était décédée 9 ans plus tôt, mais parfois, dans le calme du matin, il pouvait encore l'entendre fredonner dans la cuisine. David regarda à nouveau la morsure. Elle était plus foncée maintenant. La rougeur s'était intensifiée, comme si elle avait été meurtrie de l'intérieur. Il y versa un peu d'alcool à friction et grimaça. Cela piquait fortement. Mais la douleur n'était pas le problème. Le problème, c'était ce qui se passait ensuite. Les pulsations s'intensifiaient comme un deuxième battement de cœur. Pas dans son poignet, mais à l'intérieur. Quelque chose se tortillait, comme vivant. Il secoua la tête et se frotta les yeux. « C'est l'imagination d'un vieil homme », marmonna-t-il. Mais la sensation persistait. La journée passa lentement. David s'occupa de réparations dans la cabane, remplaçant un tuyau qui fuyait, resserrant les volets anti-tempête. Mais la marque grandissait, pas vraiment plus grande, mais plus dense. Elle devenait plus ferme au toucher, comme une bille juste sous la peau. En fin d'après-midi, sa main se mit à trembler. Il ne pouvait plus tenir un marteau droit. Sa tasse de café vibrait contre la soucoupe. Il se dit que c'était les nerfs, ou peut-être un nerf coincé, quelque chose de normal, quelque chose d'humain. Cette nuit-là, alors que les grillons chantaient en chœur et que les arbres murmuraient dans l'obscurité, David était assis dans son fauteuil, la seule lumière provenant de la lampe au-dessus de lui. Ses plaques d'identité pendaient à un clou dans le mur, à côté d'un drapeau plié et d'un certificat d'une guerre dont personne ne parlait plus. Il fixait la télévision, mais il ne regardait pas. Quelque chose vibrait dans son corps. Ce n'était plus seulement la piqûre, mais une énergie semblable à de l'électricité statique qui parcourait sa peau. Quand il finit par s'endormir, son sommeil fut agité. Ses rêves l'emmenèrent dans un endroit inconnu. Un marécage épais et brumeux, faiblement éclairé par la lune pleine. Il marchait pieds nus, mais il n'était pas seul. Quelque chose l'observait depuis l'eau, pas vraiment de manière menaçante, mais avec une curiosité étrange et ancienne. Il pouvait sentir son regard, le sentir comme une chaleur sur sa poitrine. Il se retourna dans son rêve et aperçut son reflet, non pas dans l'eau mais en lui-même. Des yeux qui n'étaient pas les siens, des veines brillantes sous la peau, un faible bourdonnement vibrant dans ses os. Il se réveilla en sueur. Il faisait encore nuit. La morsure le brûlait. Tout son avant-bras était douloureux. David se leva et se dirigea vers le miroir dans le couloir. Le couloir qu'il n'utilisait jamais. Le miroir qu'Evelyn avait insisté pour qu'il installe lorsqu'elle pensait qu'il aimerait se regarder davantage. Dans la lumière tamisée, son reflet semblait déformé, plus pâle, plus net. La morsure n'était plus rouge, mais d'un violet foncé, bordé de noir. La peau autour avait commencé à se fissurer, à peler.
comme l'écorce d'un arbre brûlé par le soleil. Et puis il l'entendit. Pas à l'extérieur, pas dans la pièce, mais à l'intérieur de son propre crâne, un murmure faible, presque gentil. « Tu te souviens, n'est-ce pas ?» Il recula en titubant. Sa respiration s'accéléra. « Reprends-toi, Coleman, marmonna-t-il. » Il s'aspergea le visage d'eau froide, s'agrippa au lavabo jusqu'à ce que la porcelaine laisse des marques dans ses paumes. Mais le murmure persistait, pas plus fort, juste présent. Et le pire, c'est ce qu'il s'en souvenait. Pas quelque chose qu'il avait vécu, non, mais un souvenir tout de même. Un endroit où il n'était jamais allé, une guerre qu'il n'avait jamais combattue. Mais l'odeur du napalm, le goût du sang, la chaleur de la jungle. Il connaissait tout cela comme s'il y était né. Il s'effondra sur le lit, il ne dormit pas. Dehors, le marais palpitait de 1000 vies invisibles. À l'intérieur, quelque chose d'ancien s'agitait. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux fins comme un voile doux. Mais David Coleman ne se réveilla pas en douceur. Son corps se redressa brusquement avant même qu'il n'ouvre les yeux, et son cœur battait comme s'il avait couru pendant des heures. Il resta assis dans son lit, trempé de sueur, les draps en coton enroulés autour de ses jambes comme des lianes. Le murmure avait disparu, mais la sensation qu'il avait laissée derrière lui était toujours présente. Un silence inquiétant régnait dans l'espace où auraient dû se trouver ses pensées. Il baissa les yeux vers son bras. La morsure avait changé. La simple marque était désormais une masse sombre et enflée, la peau meurtrie. Sa surface était craquelée comme de la terre séchée. Elle n'était plus ronde, ni circulaire comme une piqûre d'insecte normal. Elle avait pris une forme irrégulière et dentelée, presque organique, comme l'écorce d'un arbre ou les écailles d'un être ancien et vivant. David la toucha du bout des doigts tremblants. La peau était dure, anormalement ferme et chaude au toucher, plus chaude qu'elle n'aurait dû l'être. Il appuya doucement. Une douleur fulgurante lui parcourut le bras comme une décharge électrique. Ce n'était pas la douleur d'une peau déchirée, mais quelque chose de plus profond, d'étranger. Il tituba jusqu'au lavabo et s'aspergea le visage d'eau, espérant se débarrasser de cette sensation. Mais le reflet qui lui renvoyait son regard lui était inconnu. Son visage était pâle. Le blanc de ses yeux était légèrement teinté de jaune et une fine ligne de sueur s'était formée le long de son front. Ses pupilles semblaient plus larges, plus sombres, plus alertes qu'elles n'auraient dû l'être. Le reflet cligna des yeux une seconde trop tard. Il se détourna rapidement, respirant par le nez, essayant de réprimer la panique qui montait dans sa poitrine. « Je dois juste manger, pensa-t-il. Je suis probablement déshydraté. Une hypoglycémie, le manque de sommeil. » Il se prépara une assiette d'ess, de bacon et de pain grillé. Ce rituel familier l'aida un peu. Le grésillement de la poêle, l'odeur de la graisse et du beurre. Cela le ramena à la réalité, au moins pour un instant. Mais lorsqu'il s'assit à la petite table de la cuisine, il se rendit compte qu'il n'avait pas faim. La nourriture avait le même aspect, la même odeur, mais l'envie, le désir, avaient disparu. Il se força à manger quand même, mâchant lentement, plus par habitude que par besoin. La texture des œufs était caoutchouteuse dans sa bouche, le bacon trop gras. Il avala sans satisfaction, comme si le geste lui-même était déconnecté de tout objectif réel. Lorsqu'il se leva pour laver son assiette, il remarqua autre chose. Ses mains, en particulier la droite, avaient commencé à trembler. La motricité fine qu'il avait toujours considérée comme acquise, affinée au fil des années passées à réparer des moteurs et à fabriquer des meubles, était en train de défaillir. L'assiette lui glissa légèrement des mains et il dut la stabiliser à deux mains pour éviter de la faire tomber. Une vague de peur traversa le brouillard qui envahissait son esprit. Ce n'était pas de la fièvre, ce n'était pas la grippe, quelque chose était en train de changer. Il se dirigea vers le tiroir de son bureau, en sortit un petit bloc-notes à spirale et un crayon et commença à noter ses symptômes. 2e jour, peau durcie au niveau de la morsure, couleur violet foncé à noir, forme irrégulière, non circulaire, sans fin, avec des pulsations intermittentes profondes et des tremblements dans la main droite. Manque d'appétit, rêves vifs, hallucinations auditives, murmures brefs, pas de fièvre, pas d'éruption cutanée ailleurs, pas de gonflement des ganglions lymphatiques. Il s'arrêta, puis souligna 2 fois le mot « hallucination ». Cela lui semblait étrange de l'écrire, comme s'il mentait, comme s'il minimisait quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Plus tard dans l'après-midi, il se rendit en ville à contre-cœur. Les routes étaient longues et bordées d'arbres qui projetaient des ombres tachetées sur le gravier,
L'air était calme et lourd, imprégné de l'odeur de la sève de pin et de l'herbe brûlée par le soleil. La clinique locale était calme, petite, le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Mais David n'avait plus le luxe de la fierté. Il entra et s'assit sur une chaise en vinyle, attendant sans prêter attention aux magazines posés sur la table, ni à l'horloge qui tic-taquait au mur. Au bout de 20 minutes, une infirmière l'appela. Il la suivit dans la salle d'examen, clignant des yeux à la lumière fluorescente. « Dr. Howard », dit un homme d'une 50aine d'années aux traits doux et à la voix apaisante en examinant la morsure. « dit-il après une longue pause. « Quand cela a-t-il commencé ?»« Hier matin », répondit David d'une voix calme. Le Dr. Howard fronça les sourcils. Ce n'est certainement pas une réaction typique. Il s'agit peut-être d'une réaction allergique ou d'une piqûre d'insecte venimeux. Nous allons essayer un antihistaminique, peut-être une crème à base de stéroïdes. David acquiesça, mais son instinct lui disait que c'était inutile. Le médecin poursuivit. « Avez-vous d'autres symptômes ?» David hésita. Fatigue, sueur nocturne, manque d'appétit. Il ne mentionna pas les rêves, les tremblements, ni la voix. Pas encore. Le docteur Howard lui tendit une ordonnance et lui dit de surveiller la morsure. Si elle s'étendait ou s'il avait de la fièvre, il devait revenir immédiatement. David le remercia, mais en quittant la clinique, il savait déjà qu'il n'y reviendrait pas. Lorsqu'il rentra chez lui, le soleil commençait à se coucher. Le marais devant sa propriété brillait d'une lueur dorée, l'eau reflétant le ciel comme du métal en fusion. Des libellules virevoltaient dans les airs et les grenouilles entamaient de leur chante nocturne. À l'intérieur, David ôta sa chemise et s'assit à nouveau devant le miroir. La marque sur son bras avait grossi, ce qui n'était qu'une petite tache s'étendait désormais au-delà du coude. La peau était désormais visiblement texturée, le motif en dessous bougeant légèrement lorsqu'il bougeait. Il se pencha plus près. Ses et scintillait, non pas avec de la lumière, mais avec de la profondeur, comme des couches de chair translucide sous la surface, pulsant à un rythme qui n'était pas le sien. Il attrapa une lampe de poche et l'éclairta directement sur la peau. Elle réagit. Le scintillement s'intensifia, puis, pendant un bref instant, il put voir en dessous. Ce n'était ni de l'os ni du muscle, mais quelque chose d'autre, semblable à des vrilles entrelacées, un réseau qui brillait d'une faible lueur verte sous la lumière. David laissa tomber la lampe de poche et recula en titubant, haletant. Ce n'était pas seulement une transformation, c'était une intégration. Quelque chose était en train de se construire à l'intérieur de lui ou de s'éveiller. Et pourtant, il ne ressentait ni fièvre, ni vertige, juste l'étrange sensation que son corps se préparait à quelque chose qui le dépassait. Cette nuit-là, il ne rêva pas, mais il ne dormit pas non plus. Il resta allongé dans son lit, les yeux grands et ouverts, écoutant le rythme du marais, le même rythme qui battait désormais sous sa peau. Le sommeil était devenu une formalité. David fermait les yeux uniquement parce que son corps l'exigeait, pas parce que le repos suivait. Et quand il venait, s'il venait, il ne restait jamais longtemps. Cette nuit-là, la frontière entre le rêve et la mémoire s'effondra complètement. Tout commença dans une jungle, pas dans les bois criblés de pins de Géorgie, mais dans un endroit plus ancien, plus sauvage. L'air était épais et humide, et le sol fumait sous ses pieds nus. Un soleil rouge se profilait au-dessus de la canopée, à peine visible à travers l'enchevêtrement de lianes. Il n'était pas seul. Des hommes se déplaçaient parmi les arbres autour de lui, mais leurs visages n'étaient pas américains. Ils parlaient par syllabes courtes et sèches, peut-être en vietnamien, bien qu'il n'ait jamais étudié cette langue. Pourtant, David comprenait chaque mot, les ordres, les positions, les noms, comme s'il les connaissait depuis des années. Dans son rêve, il portait un fusil. Le bois était usé et lisse à force d'avoir été tenu par des mains au fil du temps. Son uniforme était humide et déchiré. Il y avait du sang sur sa manche. Ce n'était pas le sien. Le bruit de hélicoptères lointains résonnait à travers les arbres, mais aucun des hommes ne broncha. Ils se déplaçaient comme des ombres. Entraîné et déterminé, David suivait, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Son corps bougeait grâce à une mémoire musculaire qui n'était pas la sienne. Ils arrivèrent dans une clairière. Au centre se trouvait une mare entourée de pierres anciennes recouvertes de mousse. L'eau n'était pas calme. Elle scintillait d'une faible lumière pulsante, ni blanche ni jaune, quelque chose entre le vert et l'argent. C'était vivant. Les autres s'arrêtèrent au bord. Au bord. David continua d'avancer. Dans le reflet, il ne se voyait pas. Il vit un visage. Son visage, mais plus jeune, plus dur. Les yeux plissés par une connaissance qu'il ne se souvenait pas avoir acquise. Le reflet cligna des yeux.
David ne cligna pas. Puis la voix revint. Pas un murmure cette fois-ci. Une vibration plus ressentie dans la colonne vertébrale qu'entendue par les oreilles. « Nous avons attendu. Tu te souviens ?» Ses genoux se dérobèrent. La piscine ondula et quelque chose commença à s'élever lentement, comme de l'huile remontant à la surface de l'eau. Une forme presque humanoïde, mais pas tout à fait. Ses membres étaient trop longs, sa surface trop lisse. Il n'avait pas de visage, mais son regard le transperçait. David essaya de reculer, mais les lianes au bord de la piscine s'enroulèrent autour de ses chevilles, non pas agressivement, mais avec curiosité, comme un enfant tirant sur une manche. « Tu as le cadenas, nous avons la clé !» Son cœur battait à tout rompre. La jungle tournait, les autres hommes avaient disparu. Seule la créature restait dans le reflet qui n'était pas le sien. Il se réveilla en haletant. Une sueur froide imprégnait ses draps. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme effréné de quelqu'un pris entre deux réalités. Il faisait encore nuit. La pièce semblait trop calme, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Dehors, le chœur habituel des grenouilles et des insectes avait disparu de l'eau. Même le marais, qui dormait rarement, était devenu silencieux. David s'assit, pressant ses mains contre son visage. Ses paumes étaient moites. Ses bras lui faisaient mal. Il alluma la lampe à côté du lit. La lumière révéla quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Ses ongles avaient changé de couleur. Pas de façon radicale, pas assez pour que quelqu'un puisse hurler d'horreur, mais ils étaient un plus foncés. Ils n'étaient pas simplement meurtris, mais teintés d'une nuance qui semblait étrangère comme de la pierre laissée sous la pluie. Il courut vers le miroir, non par vanité mais par nécessité. Ses pupilles étaient dilatées, plus blanches qu'elles n'auraient dû l'être dans une pièce éclairée. Le blanc de ses yeux était voilé d'une légère brume grise et les veines de ses tempes pulsaient visiblement. Mais c'était l'expression de son visage qui le troublait le plus. Il n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air résigné. Comme si une partie de lui savait déjà, se souvenait déjà. « Tu te souviens ?» Il agrippa le bord du lavabo, s'ancrant dans la rugosité de la porcelaine. Ce n'était pas une hallucination. Les souvenirs, la jungle, les mots, tout cela n'était pas le fruit de son imagination. C'était trop réel, trop détaillé. Il avait senti l'humidité dans l'air, il avait compris la langue. Et pire encore, il avait reconnu le reflet. Pas dans la vie réelle, pas sur une photo, mais à l'intérieur de lui-même. Son estomac se retourna. Il eut un haut-le-cœur, mais rien ne sortit. Il n'avait rien mangé depuis la veille, et même cela, c'était par rituel, pas par faim. Il ouvrit le robinet et laissa Léa couler sur ses mains. Elle lui semblait appartenir à quelqu'un d'autre, engourdie mais hypersensible, comme si tous ses nerfs fonctionnaient de travers. Il retourna en titubant dans la cuisine, toujours vêtu de sa chemise trempée de sueur, et s'assit à table, les yeux fixés sur la fenêtre. Le marais au-delà était plongé dans l'ombre, mais dans son esprit, il brillait, tout comme la piscine de son rêve. Il avait besoin de réponses, et pas de celles d'un médecin local. Il avait besoin de quelqu'un qui s'occupait de l'inexplicable. Ses pensées se tournèrent vers la jeune infirmière de la clinique. Julia, elle l'avait regardé différemment. Pas avec pitié, ni avec peur, mais avec curiosité. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans son regard, vif mais pas méchant, était de rester gravé dans sa mémoire, comme si elle cherchait quelque chose qu'il ne savait pas avoir. Il se souvenait d'un badge, d'un nom de famille. Patterson. Peut-être savait-elle quelque chose, peut-être pas, mais c'était un début. Il griffonna son nom sur un bloc-notes accompagné de la phrase de son rêve. « Porte le cadenas, nous avons la clé. » Il le souligna. Qu'est-ce que cela signifiait? Y avait-il quelque chose en lui qui devait être ouvert? Et si oui, qu'y avait-il de l'autre côté? David se leva lentement, sentant ses articulations raides. Il était trop tôt pour que la clinique soit ouverte. Il lui restait quelques heures avant le lever du jour. Il enroula une serviette autour de son bras, désormais décoloré jusqu'au coude, et se dirigea vers le porche. L'air était encore frais, mais lourd de cette humidité familière, celle qui s'accroche aux poumons et annonce l'arrivée d'un orage. Il fixa le marais. Les roseaux se balançaient, bien qu'il n'y ait pas de vent. Au loin, quelque chose bougeait sous la surface, silencieux, lisse et invisible. Il ne détourna pas le regard. La clinique de la ville était encore calme lorsque David arriva 1 heure avant l'ouverture officielle. Il attendit dans le parking, le moteur tournant au ralenti, les yeux scrutant la lumière pâle qui se glissait lentement à travers la cime des arbres. Une brume basse flottait au-dessus du parking, fine mais tenace, comme si le marais l'avait suivi jusqu'en ville et refusait de le lâcher. Lorsque la voiture de Julia Patterson arriva,
Elle jeta à peine un coup d'œil dans sa direction. Mais dès qu'elle le reconnut, son expression changea, non pas pour s'alarmer, mais plutôt pour laisser place à quelque chose qui ressemblait davantage à de l'attente, comme si elle l'attendait, dans la salle d'attente, bourdonnant du bruit stérile et des vieux néons. David se tenait dans un coin, les bras croisés, les manches retroussées pour cacher les ecchymoses sous sa peau. Julia salua la réceptionniste, échangea quelques mots, puis s'approcha lentement de lui. Son ton était calme, prudent. « Monsieur Coleman, vous êtes en avance. » David acquiesça. Je n'arrivais pas à dormir. Elle lui adressa un bref sourire. Moi non plus. Sans poser de questions, elle lui fit signe de la suivre, non pas vers une salle d'examen, mais vers les bureaux situés à l'arrière, au bout d'un couloir orné de reproductions d'œuvres d'art ternes et d'affiches de santé périmées. Elle ouvrit une porte sur laquelle était inscrit « Réservé au personnel » et lui fit signe d'entrer. La pièce était petite, ressemblant davantage à une salle de pause qu'à un laboratoire. Un bureau, une étagère encombrée de manuels et un ordinateur portable, au boîtier fissuré, se trouvaient à côté d'une boîte de masques faciaux inutilisés. Les stores étaient baissés et l'air sentait légèrement le marc de café et le désinfectant. Julia ferma la porte et se tourna vers lui, les bras croisés. « Vous n'êtes pas là pour un suivi, n'est-ce pas ?» David hésita, puis il releva sa manche. Ce qui était autrefois un bleu était désormais tout autre chose. La peau avait noirci jusqu'à devenir presque obsidienne. Des veines arachnéennes s'étendaient vers l'extérieur, non pas selon des motifs naturels, mais géométriques, angulaires, symétriques, presque intentionnels. La décoloration pulsait légèrement sous la lumière fluorescente. Julia ne sursauta pas, elle ne recula pas. Au contraire, elle s'approcha et l'examina comme si elle s'était attendue à pire. Depuis combien de temps est-ce comme ça ? 3 jours depuis la morsure, les symptômes, perte d'appétit, pas de fièvre, des tremblements, des rêves très vivants, des souvenirs étrangers, une langue que je n'ai jamais parlée mais que je comprends pourtant. Julia acquiesça lentement, le front plissé, non pas par confusion mais par concentration. « Savez-vous à quoi vous avez affaire ?» demanda-t-il. Elle croisa son regard. « Pas exactement, mais j'ai déjà vu des fragments de cela auparavant. » Elle se dirigea vers le bureau, ouvrit un tiroir et en sortit un dossier épais contenant des photocopies et des notes manuscrites. Elle les étala sur la table. Des photos d'échantillons de peau, des scans de cellules anormales, des notes écrites de plusieurs mains. « Ce n'est pas la première fois que je vois des symptômes comme les vôtres, » dit-elle. « Mais c'est la première fois qu'ils progressent autant sans s'effondrer. » S'effondrer, Julia marqua une pause. En général, le patient meurt dans les 48 heures. Défaillance massive des organes. Désintégration neurologique. Mais vous êtes toujours là ? Exactement. David se pencha sur les papiers. Une image attira son attention. Une biopsie cutanée fortement agrandie, montrant des cellules qui ne ressemblaient en rien à des cellules humaines. Ce ne sont pas des agents pathogènes, dit Julia doucement. Ce sont des constructeurs. Des constructeurs. Des cellules qui ne se contentent pas de se reproduire. Elles construisent. Elles restructurent les tissus, redirigent les voies neuronales, modifient les entrées sensorielles, comme un architecte qui réécrit les plans d'un bâtiment alors que des gens y vivent encore. David déglutit péniblement. « Pourquoi moi ? Je ne sais pas, mais mon grand-père aurait pu. » Elle hésita, puis sortit un carnet en cuir usé de son sac. Il était généticien pendant la guerre froide. Il travaillait pour un programme de recherche conjoint, en partie civil, en partie militaire. Top secret, totalement officieux. Il l'appelait la séquence Eden. David le fixa du regard. De quoi s'agissait-il ? Un projet visant à décoder du matériel biologique non humain trouvé près de sites de crash. La plupart du temps, le public considérait cela comme des mythes, des ballons météorologiques, des théories du complot. Mais derrière des portes closes, ils avaient trouvé dans ces échantillons des structures, des séquences qui ne correspondaient à rien sur Terre. Elle ouvrit le carnet, révélant des pages jaunies remplies de S, de croquis, de formulés et de diagrammes représentant des spirales d'ADN qui se divisaient en formes inconnues. Une théorie, c'était qu'il ne s'agissait pas de visiteurs, dit Julia à voix basse. C'étaient des graines laissées ici il y a longtemps, attendant les conditions propices pour germer. Le pouls de David s'accéléra. Et le marais, c'est l'une des zones marquées sur ces cartes, un point de convergence. Quelque chose dans la composition minérale, les champs magnétiques. Il croyait que ces graines, quelles qu'elles soient, étaient activées par des déclencheurs environnementaux très spécifiques. David s'assit, soudainement fatigué. Il sentait la vérité dans ses paroles, pas seulement dans la logique, mais aussi dans le souvenir douloureux derrière ses yeux. Cette jungle, cette mare, cet être sans visage.
Ils ne se contentent pas de réécrire mon corps, dit-il. Ils réécrivent mon esprit. Julia acquiesça. Parce qu'ils ont besoin que tu te souviennes de quelque chose. Le silence s'installa. David tourna son regard vers la fenêtre où la lumière du matin commençait à percer le brouillard. Les arbres semblaient immobiles, mais il pouvait sentir l'appel du marais, pas sous forme de son, mais de gravité, une attraction sous la surface de sa peau. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Si cette chose est restée en sommeil pendant des décennies, pourquoi l'activer maintenant ?» Julia ouvrit son ordinateur portable. Sur l'écran, il y avait une carte. Des images satellites de la côte sud-est superposées à des données. Il y a eu une augmentation, dit-elle, au cours des 6 derniers mois. Des fluctuations gamma, des impulsions magnétiques inexpliquées, quelque chose bouge. Et tu n'es pas le seul à réagir. David sentit les poils de sa nuque se hérisser. Combien d'autres ? Nous ne le savons pas. Mais une chose est sûre, quoi que ce soit qui se réveille, cela a commencé avec vous. Il se leva, soudainement agité. « Ce ne sont pas seulement des souvenirs, murmura-t-il. Ce sont des instructions. » Il baissa sa manche, cachant la carte qui bougeait sous sa peau. « Je dois retourner dans le marais. » Il acquiesça. « Ce n'est pas encore fini avec moi. » Julia hésita. « Vous ne pouvez pas y aller seul. » David la regarda dans les yeux. « Alors, viens avec moi. » Les roues du camion de David roulaient lentement sur la route de gravier. Chaque craquement de pierre sous les pneus faisait écho au battement de son cœur. Julia était assise sur le siège passager, son sac serré contre sa poitrine. À l'intérieur se trouvait le carnet de notes de son grand-père, un flacon d'antiseptique, une clé USB et un petit pistolet dont elle n'avait pas parlé à David. Aucun des deux ne parla pendant les 20 premiers mètres. Ce n'était pas nécessaire. Le silence entre eux n'était plus vide. Il était chargé de tension, non pas de peur, mais de reconnaissance. Ils franchissaient une ligne invisible, celle qui séparait le connu de l'inconnu, le rationnel de l'impossible. Le marais se profilait devant eux comme un souvenir qu'ils n'avaient pas encore créé. Les arbres étaient lourds de mousse, leurs branches tordues comme des doigts arthritiques tendus vers la route. L'air s'épaississait à chaque kilomètre et le ciel, bien que dégagé, semblait porter un poids étrange, comme si quelque chose d'invisible s'était enroulé autour de l'horizon. La cabane de David apparut à travers les arbres, inchangée, mais pourtant inconnue. Le porche grinça lorsqu'ils y posèrent le pied. Julia s'arrêta, scrutant les environs d'un œil exercé. « Tu attends quelqu'un d'autre » demanda-t-elle. « Non, répondit-il sèchement. « Alors quelqu'un est venu ici ?» Elle désigna le paillasson qui avait été légèrement déplacé, mais de manière perceptible. David se baissa pour le soulever. La clé de secours avait disparu. Il s'approcha de la porte et l'ouvrit lentement. Elle n'était pas verrouillée. À l'intérieur, l'air était vicié. Il n'y avait aucun signe de lutte, mais quelque chose clochait. Des papiers étaient en désordre. Une chaise avait été légèrement déplacée. Il y avait une légère odeur de tabac. David n'avait pas fumé depuis des années. Quelqu'un était venu ici et ne voulait pas qu'il le sache. Il n'était même pas resté longtemps. David retrouva une boîte verrouillée sous le plancher de l'âge. À l'intérieur, scellés dans du plastique, se trouvaient des plaques d'identité, un journal usé et une enveloppe portant le sceau du ministère de la Défense. Il ne donna aucune explication et Julia ne posa aucune question. En moins d'1 heure, ils avaient emballé ce qu'ils pouvaient et s'étaient enfoncés dans le marais, suivant un chemin qui n'avait pas été emprunté depuis des années. C'était Julia qui ouvrait la marche. Son grand-père avait dessiné des cartes de cette région bien avant sa naissance. Elle les avait mémorisées, non pas parce qu'elle pensait qu'elles avaient de l'importance, mais parce qu'elle savait que son grand-père y croyait. À présent, chaque virage du sentier, chaque changement dans la canopée confirmait cette conviction. À mesure qu'ils avançaient, la forêt semblait se courber avec eux, non par résistance, mais en signe de reconnaissance silencieuse. Le chant des oiseaux s'évanouit, le bourdonnement des insectes s'éteignit. C'était comme si la terre écoutait. À la tombée de la nuit, ils atteignirent la clairière. David s'arrêta. « C'est ici », dit-il à voix basse. Julia suivit son regard. Un cercle de pierres usées et fissurées se trouvait au centre d'une dépression peu profonde. En son centre, un bassin exactement comme dans le rêve de David. L'eau scintillait faiblement, même dans la lumière déclinante. « C'est réel », murmura-t-il. « Je pensais que c'était juste une projection, » finit Julia. « Mais certains souvenirs n'appartiennent pas à l'esprit, ils appartiennent au sang. » Elle s'avança et sortit un petit appareil de balayage de son sac. Un outil qui lui restait de l'époque où elle faisait des recherches privées. Elle le passa au bord de l'eau. L'écran clignota, confus. « Pic d'énergie », murmura-t-elle. «
Quelque chose est actif. La résonance magnétique est hors norme. David s'agenouilla près du bassin, la main suspendue juste au-dessus de la surface. Les pulsations dans son bras s'intensifièrent sans être douloureuses, mais insistantes, comme un diapason frappé à la fréquence parfaite. Le bassin répondit. Des vagues se formèrent. Elles ne provenaient pas du vent, mais de l'intérieur. Elles rayonnèrent vers l'extérieur, formant des cercles concentriques d'argent brillant. Des images commencèrent à apparaître. Pas sur le haut, mais à l'intérieur, des villes, des étoiles, des êtres sans visage, des mots dans une langue plus ancienne que le son, des symboles, du feu, des vols, puis une forme pas tout à fait humaine. En le regardant, il retira brusquement sa main, le souffle court. « Qu'as-tu vu » demanda Julia. « Pas moi, » répondit-il, « une version de moi ou de ce que je deviendrai. » Il se tenait debout, légèrement vacillant. Il me montrait ce qui se passerait si je cédais. L'expression de Julia s'assombrit. Que se passerait-il? David la regarda, les yeux soudainement perçants. Tout prend fin. Un bruissement derrière eux, ils se retournèrent. 2 hommes sortirent de l'ombre, tous deux vêtus d'une tenue tactique grise sans insigne. L'un tenait une arme de poing baissé, l'autre un petit scanner. « Monsieur Coleman, » dit calmement le premier. « Nous devons vous suivre. » Julia s'interposa instinctivement devant David. « Qui êtes-vous » Le deuxième homme leva son scanner. Son indice génétique vient d'atteindre un pic. Stabilité de la séquence confirmée. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Le pouls de David s'accéléra. Les marques sur son bras se mirent à briller faiblement sous sa peau. « Elles viennent du pli, » murmura Julia. David ne bougea pas. « Vous n'êtes pas là pour nous aider, » dit-il. « Non, » répondit l'homme. « Nous sommes ici pour vous contenir. » Et puis cela arriva. La lumière de la piscine s'intensifia. Le sol sous leurs pieds trembla, et David se souvint, pas seulement d'un rêve, pas seulement d'une vision, mais d'une mission. Il y a des milliers d'années, ils n'étaient pas venus en conquérants, mais en conservateurs, en gardiens du savoir. Ils avaient placé leurs souvenirs dans la biologie, les semant à travers les espèces et le temps, attendant que des êtres sensibles mûrissent. David n'était pas infecté. Il avait été activé, un vaisseau choisi non pas par le destin, mais par conception. Les marques sur son bras s'illuminèrent comme des circuits électriques. Sa peau brillait à travers le tissu de sa manche. Les hommes du Fold levèrent et letaient leurs armes, criant. Mais David n'avait plus peur. Il comprenait. Le silence de la forêt n'était pas de la peur. C'était du respect. La lumière de la piscine s'estompa lentement, mais son écho resta gravé dans la peau de David, brûlé dans ses yeux, battant comme un deuxième cœur dans sa poitrine. Les agents du Fold avaient disparu dans l'ombre, soit en retraite, soit engloutis par quelque chose que ni lui ni Julia ne pouvaient nommer. David ne posa pas de questions. Il ne pouvait pas encore parler. Son corps vibrait, non pas de peur, mais de quelque chose de plus ancien que le langage. Chaque os vibrait, chaque muscle tremblait d'une conscience qui n'était pas la sienne. Ce n'était pas de la douleur, c'était une pression, comme si son corps était devenu une porte et que quelque chose derrière commençait à frapper. Julia s'accroupit à côté de lui stabilisant les épaules. « Tu es toujours là ?» demanda-t-elle. Il tourna lentement la tête. « Je ne sais plus qui est mis. » La nuit tomba autour d'eux comme un rideau. Ils restèrent près de la piscine jusqu'à ce que la lune se lève. Les arbres montaient une garde silencieuse et le marais ne palpitait plus de vie. Ça attendait aussi. « Je crois que ça a commencé, » murmura David. Julia ne dit rien, mais elle ne bougea pas. Sa présence était calme et rassurante. Il en avait besoin, car à l'intérieur de lui, tout était en train de changer. Les marques sur son bras s'étaient étendues, non pas de manière violente, mais avec un certain dessein. Les lignes traçaient en ses veines comme des circuits vivants, se ramifiant vers le haut en direction de sa clavicule et vers le bas à travers sa cage thoracique. La sensation était électrique, vivante, mais pas écrasante. C'était comme si les changements demandèrent la permission. Mais il y avait des moments, brefs, fugaces, où quelque chose d'autre transparaissait. Des moments où il ne voyait pas à travers ses propres yeux, mais à travers ceux d'un autre. Des perspectives étrangères, des visions, un paysage qui n'était pas celui de la terre, des tours qui pulsaient comme des organes, un ciel courbé par 2 soleils, des étoiles qui scintillaient selon des rythmes mathématiques. Et toujours, cette voix. Nous ne faisons qu'un. La mémoire et l'identité. Tu n'as jamais été seul. Il ne répondit pas. Pas encore. Il n'était pas prêt à y croire, mais une partie de lui-même y croyait déjà. Ils partirent à l'aube. Julia rassembla le peu qu'ils avaient et le ramena vers la cabane. Ils ne parlèrent pas beaucoup. David reprenait des forces, mais quelque chose d'autre aussi.
une conscience, une clarté accrue. Il pouvait désormais entendre des choses, le mouvement des racines sous la terre, le bruissement des insectes dans les broussailles, la distance exacte des oiseaux au-dessus d'eux, pas seulement leur emplacement, mais aussi leurs intentions. Il pouvait sentir leur faim, leur fuite, leur instinct de survie. Julia remarqua le changement en lui. Ses pas étaient plus assurés, sa posture plus droite, son regard plus clair, mais aussi plus distant, comme s'il regardait le monde non seulement à travers ses yeux, mais aussi autour d'eux. « Tu n'es plus le même, » dit-elle sans accusation, simplement en constatant. « Je sais, » répondit-il. À la cabane, ils trouvèrent des traces d'une nouvelle intrusion. La porte arrière a laissé un pot, le vieux journal de guerre que David avait caché sous le plancher. Il a disparu. Julia vérifia son carnet, toujours intact. Elle se tourna vers lui. « On ne peut pas rester, » acquiesça David, mais pas à cause du danger, à cause de ce qu'il sentait venir. « C'est comme si je deviens une tour de signalisation, » murmura-t-il, et quelque chose commença à se mettre en place. Cette nuit-là, il ne dormit pas dans son lit. Il s'assit sur une chaise face à la forêt, enveloppé dans une couverture, les yeux mi-clos, respirant lentement, et il attendit. À minuit, cela arriva, non pas sous la forme d'une silhouette, mais comme un souvenir libéré. Son corps se raidit, une vision le frappa non pas comme un rêve, mais comme une possession. Il était dans un autre monde. Ses pieds se posaient sur un sol d'obsidienne qui respirait sous lui. Au-dessus de lui, un ciel éclairé par 3 lunes qui orbitaient en synchronisation et, autour de lui se tenaient d'autres êtres, humanoïdes, certes, mais translucides, avec de grands yeux comme du métal liquide. Ils ne communiquaient pas avec des mots, mais par résonance, par des ondes de pensée pures et harmonieuses. Il était l'un d'entre eux, ou l'avait été, ou le serait. Il pouvait sentir le poids des millénaires dans sa poitrine. La connaissance des étoiles, l'histoire des civilisations qui s'étaient épanouies et fanées bien avant que les océans de la Terre ne se refroidissent. Ce n'étaient pas des dieux, c'étaient des recorders, des conservateurs, non pas du pouvoir mais de la mémoire. Ils ne voyageaient pas à bord de vaisseaux, mais à travers la biologie, encodant la pensée, l'expérience, l'histoire dans des chaînes génétiques, laissant derrière eux des fragments comme des miettes cosmiques, éparpillés dans le sang des espèces en évolution. « Tu as été choisi parce que tu portes les 2 extrémités du code, » dit la voix. Le récepteur est maintenant l'émetteur. Le corps de David se cambra et Julia se précipita à ses côtés. Ses yeux brillaient faiblement au clair de lune. Les veines de son cou scintillaient sous sa peau. Mais il ne souffrait pas. Il était en train de se connecter. « Le niveau 2, » dit la voix, marquant le début de la transmission. « Vous n'êtes plus seulement humain. » Lorsque la vision disparut, David s'effondra en avant, haletant, le front couvert de sueur. Julia le soutint. « Qu'as-tu vu ?» Il leva les yeux vers elle, étourdi mais concentré. « La vérité, » murmura-t-il. « Nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été. Ils sont venus le chercher à l'aube. Ça n'a pas été violent. Il n'y a pas eu de sirène, pas de portes enfoncées, juste le silence. » Puis une lumière aveuglante, clinique, a envahi la pièce comme un jugement. Julia eut à peine le temps de se relever que 2 hommes en noir entrèrent. Leurs mouvements étaient trop calmes, trop précis. David n'opposa aucune résistance. Il savait que cela allait arriver. Dès le début du 2e cycle, dès que les visions avaient cessé d'être des échos pour devenir des instructions, ils avaient appelé cela une évacuation. Il appelait cela une capitulation. Le voyage fut long, silencieux et sans encombre. Les yeux bandés, les mains liées, non pas par des chaînes, mais par de minces menottes biométriques qui émettaient un faible bourdonnement, surveillant son pouls, ses ondes cérébrales, les signaux émis par les circuits sous sa peau. Ils voyagèrent sous terre, ils ne pouvaient pas le voir, mais ils pouvaient le sentir. La pression, le léger changement dans l'air. Il connaissait le poids de la terre au-dessus de lui. Il avait passé des années dans des tunnels à l'étranger, se cachant des bombes, des hommes et de choses qu'il ne pourrait jamais expliquer. Mais c'était différent. Cet endroit n'avait pas été construit pour cacher, il avait été construit pour contenir. Lorsque le bandeau fut retiré, la première chose qu'il vit fut des murs blancs, d'une propreté aveuglante, des sols en acier poli et des lumières qui clignotaient au rythme de quelque chose de vivant. Le couloir s'étendait devant lui comme une veine et une machine trop vaste pour être comprise. Il fut conduit à travers celui-ci, passant devant des portes scellées numérotées, non pas de manière séquentielle mais symboliquement, avec des symboles qui correspondaient aux motifs qui se formaient maintenant sous sa peau. Puis il se retrouva à l'intérieur de la chambre. Ce n'était pas une prison, pas exactement.
Une grande pièce circulaire, des murs en verre, des plateformes d'observation au-dessus, des machines qui ronronnaient doucement dans les coins, des lumières clignotantes sans motif particulier. Et autour de lui, d'autres personnes, 7, assis ou debout en silence, chacun marqué d'une manière ou d'une autre, visiblement altéré, subtilement inhumain. Une femme aux yeux qui ne clignaient pas. Un homme dont la peau ondulait comme de l'eau lorsqu'il bougeait. Un enfant qui ne parlait à personne, mais dont les lèvres bougeaient constamment dans une langue que personne ne comprenait. David resta immobile. Aucun d'entre eux ne sembla surpris de le voir. L'un après l'autre, ils se tournèrent comme s'ils l'attendaient. Une porte s'ouvrit dans un sifflement derrière lui. Une nouvelle silhouette entra, sans uniforme. Une blouse de laboratoire, une silhouette mince, des cheveux gris attachés en arrière, des lunettes d'œufs éperchées sur un nez étroit. Des mains calmes, des pas calculés. « Monsieur Coleman, dit l'homme. Je suis le Dr. Harrow. » David ne répondit pas. Harrow se dirigea lentement vers une console et tapa quelques commandes. Une image holographique apparut. Des brins d'acide désoxyribonucléique tournaient lentement, vacillant entre deux spectres, l'un familier, l'autre inconnu. « Nous surveillons des individus comme vous depuis plus de 40 ans, dit Harrow, mais vous êtes le premier à atteindre le niveau 2 avec une conscience stable. » David se tourna légèrement. « Alors, que sont les autres ?» Harrow marqua une pause. « Des échecs ou des modèles préliminaires. Ils possèdent le code mais pas la capacité. Vous, cependant, avez été choisi. »« Pas par nous, » répondit Harrow. « Par la mémoire, » dit-il en s'approchant, d'une voix calme mais curieuse. « Savez-vous ce que vous êtes ?» David regarda les autres personnes présentes dans la pièce. « Non, » répondit-il, « mais je sais ce que je ne suis pas. Je ne suis pas à vous. » Les lumières s'estompèrent. Harrow semblait indifférent. « Monsieur Coleman, vous êtes devenu une balise de transmission. Vous émettez une séquence acoustique, électromagnétique et cellulaire. Cela réveille les autres. Nous avons repéré 6 nouveaux candidats au cours des 70 dernières heures. Si nous ne contenons pas le signal, vous perdrez le contrôle. » Harold sourit enfin. « Le contrôle n'est jamais ce que nous recherchons, c'est la continuité. » David prit une lente inspiration. « Vous n'essayez pas de l'arrêter, vous essayez de l'achever. » Harrow acquiesça d'un signe de tête. Bien sûr, le pli n'a jamais été conçu pour supprimer, seulement pour guider. Ce que vous portez est trop précieux pour être ignoré. La mémoire est la seule arme véritable. Il fit signe aux autres. « Ce sont les fragments. Vous êtes la clé ?» David sentit à nouveau le pouls dans sa colonne vertébrale. Les circuits sous sa peau s'embrasèrent doucement, visibles sous sa clavicule. « Maintenant, que voulez-vous de moi ?» demanda-t-il. Le sourire de Harrow s'estompa. La connexion, la pièce se transforma. Soudain, les murs se mirent à scintiller et les autres autour de lui commencèrent à réagir. Leurs yeux brillaient, leurs membres tremblaient. Le langage revint, sous forme de murmures non pas sonores mais fréquentiels. La voix de Julia résonna dans son esprit, lointaine comme un souvenir qui s'estompe rapidement. « Ne les laisse pas prendre ta volonté. » Il tomba à genoux. Son esprit se divisait. Une moitié restait David. L'autre appartenait au passé. Des villes tombaient, des étoiles brûlaient, des civilisations étaient effacées, non pas par la guerre, mais par l'oubli. Des planètes entières étaient dévorées par le silence parce que personne ne se souvenait comment elles avaient vu le jour. La transmission s'intensifia. David hurla, mais pas de douleur, de souvenir. « Nous sommes les archives. » Ces mots n'étaient pas les siens, mais ils passèrent à travers lui. Le Dr. Harrow recula dans la pièce. Les autres s'effondrèrent également, s'agenouillant, tremblants, mais pas brisés, en synchronisation. Puis les lumières s'éteignirent. Une lumière rouge d'urgence inonda la pièce. Des cris résonnèrent dans les haut-parleurs. Pas à l'intérieur, à l'extérieur. Quelque chose était passé. David se leva, les yeux brûlants de lumière. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Harrow, la voix qui n'était plus calme. David tourna la 3e larme. La pièce pulsait de rouge. Des alarmes résonnaient comme un battement de cœur mécanique, martelant au rythme de la lumière qui rayonnait désormais sous la peau de David. Autour de lui, les autres restaient à genoux, tremblants, non pas de douleur mais de résonance. Ils recevaient quelque chose, un signal, un appel, mais David, lui, restait debout. La vague qui le submergeait s'était stabilisée en un calme terrifiant. La question n'était plus de savoir si la transformation allait s'achever. Il s'agissait de savoir quand il allait la permettre. Derrière la vitre, le Dr. Harrow criait des ordres. Les gardes se précipitaient devant le pupitre de contrôle. Le système de sécurité ne répondait plus.
tous les systèmes de la chambre, les verrous biométriques, les amortisseurs neuronaux, même l'éclairage s'effondraient les uns après les autres, comme si l'endroit était en train d'être ouvert de l'intérieur. Et David, Elise, le sentait. L'esprit derrière les archives, pas seulement la mémoire, mais l'intention. La voix revint, pas en anglais, pas sous forme de son. Elle se manifesta sous forme d'émotion, de pensées superposées, d'urgence ancestrale. Il est temps, il faut supporter la transmission complète. Il faut ouvrir. Ses genoux se dérobèrent, des flashs de souvenirs, d'étoiles, de cris, d'anciennes cités réduites en sable par l'oubli envahirent son esprit. Il était à nouveau soldat, non pas dans une guerre menée par des hommes, mais dans celle du souvenir, gardien de la continuité, réceptacle. Mais alors une autre voix, plus douce, plus faible, familière, Julia. Il vit son visage, non pas dans la lumière, mais dans son souvenir, sa main sur son épaule, son souffle dans l'air du marais. Si tu t'oublies toi-même, rien ne vaut la peine d'être rappelé. Les archives exigeaient la continuité. Mais la continuité sans conscience n'était que répétition, une boucle, une cage, et David le comprit. Tout cela s'était déjà produit auparavant, d'autres vaisseaux, d'autres mondes. À chaque fois que les archives se réveillaient, elles en choisissaient un. Elles lui insufflaient des connaissances, du pouvoir, un but. Mais à chaque fois, le cycle se terminait de la même manière par un effondrement. Car la mémoire seule n'était pas le salut. C'était son application. Et cela exigeait plus que du code, plus que des données. Cela exigeait un choix. David baissa les yeux vers ses mains, dont les veines brillaient comme des circuits électriques et dont les os vibraient. Il sentait la troisième larme gonfler dans sa poitrine comme une marée derrière un barrage. Une seule commande, une seule concession, et elle se libérerait. Il deviendrait plus qu'humain, mais moins que David. Il se tourna vers le mur de la chambre. Le Torajo l'observait, les yeux écarquillés. La sueur coulait sur son visage. Ses mains tremblaient tandis qu'il tendait la main vers l'interphone. « Coleman, ne résiste pas. Tu as été conçu pour cela. Ce n'est pas une infection, c'est une évolution. C'est ce que ton espèce était destinée à devenir. » La voix de David était calme, posée, douloureusement humaine. « Non, dit-il, c'est ce que vous voulez que cela devienne. » Il regarda les autres, les vaisseaux ratés. Ils tremblaient, non pas de faiblesse, mais de confusion. Personne ne leur avait jamais donné la possibilité de refuser. David s'avança au centre de la salle. Il s'agenouilla et, pour la première fois, il s'adressa à l'archive, non pas avec sa voix, mais avec sa volonté. « Je me souviens, j'accepte, mais je choisis de rester. » Une pause, un silence, puis la douleur. Une vraie douleur. Les circuits dans son corps s'embrasèrent comme un feu de forêt. Tous ses nerfs brûlaient, l'air s'épaissit. Son cœur battait à un rythme presque mortel. Il sentit l'archive repousser, confuse puis résister. Mais il tint bon, non pas avec colère, mais avec détermination. Je ne suis pas une tour de transmission. Je ne suis pas une carte mémoire. Je suis un homme, et cela doit avoir un sens. Le pouls faiblit. Des étincelles jaillirent à travers les parois de verre. Au-dessus, les lumières se brisèrent. Des cris retentirent dans la salle d'observation. Le corps de David fut pris de convulsions. De la lumière jaillit de sa bouche, de ses yeux, de sa poitrine, puis tout redevint calme. Les lumières clignotèrent, puis s'éteignirent. L'alarme se tut, la pièce fut plongée dans l'obscurité, et dans cette obscurité les autres se levèrent un par un. Ils ne tremblaient plus, ils ne recevaient plus rien, ils se souvenaient. Mais cette fois David était lui-même, allongé sur le sol, respirant faiblement. Les marques sur sa peau s'estompaient, la lumière dans ses veines s'affaiblissait. Les archives étaient toujours là, mais en sommeil. Pas mortes, on leur avait imposé une limite. On leur avait dit non, et elles avaient obéi. La porte s'ouvrit dans un sifflement. Julia se précipita, essoufflée, le visage couvert de larmes et de saleté. Elle tomba à genoux à côté de lui. « David, » murmura-t-elle, « c'est toi ?» Il ouvrit lentement les yeux et sourit. « Fatigué, dit-il, mais toujours moi. » Elle rit doucement, tremblante. « Tu l'as arrêté ?» Il acquiesça, non pas arrêté, mais redirigé. Il tendit la main et lui toucha la joue. « Ce n'est pas une question de porter le poids du passé, » murmura-t-il. « C'est une question de choisir ce que nous en faisons. » Elle l'aida à se relever. Les autres regardaient, silencieux. À l'extérieur du bâtiment, le marais attendait, immuable, mais David savait désormais. L'avenir n'était pas écrit dans l'ADN ou dans les étoiles, il était écrit dans les choix. Et pour la première fois depuis des lustres, il était libre. 27 ans plus tard, le marais était toujours là. Le temps n'avait pas changé son rythme.
Les roseaux se balançaient toujours au gré d'un vent que personne ne sentait. L'eau reflétait toujours le ciel plus profondément que n'importe quel miroir. Mais sous sa surface, quelque chose dormait. Pas enterré, pas caché, simplement en attente. Julia Patterson marchait le long du sentier envahi par la végétation avec la grâce tranquille de quelqu'un qui a appris à écouter. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière en une tresse. Ses mains gantées de cuir souple, non pas pour se protéger, mais pour se souvenir. Elle tenait dans ses bras un petit carnet, le même que celui que son grand-père avait conservé, celui que David avait touché avant que tout ne change. Elle s'arrêta au bord de la clairière. Le cercle de pierres était toujours là, recouvert d'une épaisse couche de mousse, mais la mare était asséchée. Il ne restait qu'un bassin peu profond en pierre noire lisse, frais malgré la chaleur de l'après-midi dans le sud. Un garçon se tenait à proximité, âgé d'à peine 16 ans, l'air calme et pensif. Ses yeux n'étaient ni tout à fait bruns, ni tout à fait verts. Ils scintillaient faiblement à la lumière comme le reflet de quelque chose d'invisible. « Pourquoi ici ?» demanda-t-il sans se retourner. Julia sourit doucement. « Parce que c'est ici que tout s'est terminé, » répondit-elle. « Et où cela a-t-il commencé ?» Le garçon s'avança et s'accroupit à côté du bassin. « Je ne me souviens pas de lui, » dit-il. « Pas vraiment. » Julia acquiesça. « Tu n'étais qu'un bébé. » Il lui jeta un coup d'œil. « Mais j'ai l'impression de me souvenir. » Elle ne dit rien. Certaines choses valaient mieux rester incertaines, ou n'avaient peut-être pas besoin d'être confirmées. Elle ouvrit le cahier et tomba sur une page jaunie par le temps. L'encre était effacée, mais lisible, la dernière note de David Coleman. Une seule phrase. « Les souvenirs ne sont pas faits pour être conservés, ils sont faits pour être transmis. » Le garçon la lut silencieusement puis se leva. « Tu crois que c'est encore en moi ?» Julia leva les yeux vers lui, vers sa silhouette qui n'avait plus rien d'un adolescent, mais semblait plus âgée, vêtue de vêtements de jeune qui ne lui allaient pas tout à fait. « Je pense qu'une partie de toi l'est, dit-elle, mais plus importante encore, je pense que tu l'es tout entier. » Il regarda ses mains. « Aucune lueur, dit-il, ni de vision, ni de voix. »« Pas encore, répondit-elle, peut-être jamais. » Il se retourna vers le chemin. « Est-ce que c'est bien ?» Julia referma doucement le cahier. « Je pense que c'est humain. » Ils marchèrent ensemble en silence, passant devant les arbres qui avaient autrefois été témoins de la lumière jaillissant de la peau. Ils passèrent devant la cabane désormais engloutie par le lierre. Ils passèrent devant les fantômes d'une installation qui avait été démantelée, effacée, néguée. Le repli n'existait plus, du moins pas officiellement. Certains disaient que les archives avaient été brûlées, d'autres disaient qu'elles avaient été classées dans des coffres-forts sous les montagnes. Mais Julia connaissait la vérité. Les véritables archives n'étaient pas sur papier, elles étaient dans l'ADN. Et dans le garçon qui marchait à ses côtés, ces archives continuèrent de vivre, non pas comme une arme ni comme un signal, mais comme une possibilité. Ils arrivèrent à la voiture de Julia, une vieille hybride qui ronronnait encore lorsqu'on la prenait en douceur. Alors qu'ils s'éloignaient, le garçon regarda par la fenêtre, les arbres se fondant dans le vert. « Tu crois qu'ils reviendront un jour ?» demanda-t-il. Julia garda les yeux rivés sur la route. « Je ne pense pas qu'ils soient jamais partis. » Il acquiesça comme si cela avait du sens, comme si une partie de lui le savait déjà. À la sortie de la ville, là où la bibliothèque rejoignait la rivière, Julia se gara, et le garçon sortit, étirant ses membres, comme s'il n'avait pas bougé depuis des années. À l'intérieur de la bibliothèque, des étagères poussiéreuses attendaient patiemment. Elle le conduisit dans un coin reculé. Au-delà des romans, des livres de Pi, des encyclopédies oubliées, là, cachée derrière un panneau dans le sol, se trouvait une boîte. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il y avait des lettres, des photos, une plaque d'identité militaire et un flacon. Minuscule, scellé, vide, visible. Le garçon le prit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Julia d'une voix douce. « Du potentiel. » Il ne comprenait pas, mais il n'avait pas besoin de comprendre. Il comprendrait. Un jour, elle lui remit la clé des archives. Elle lui dit « Garde ce qui est important, oublie le reste. » Alors qu'il pénétrait dans la salle des archives, Julia s'assit dans le couloir, seule pour la première fois depuis des années. Ses mains tremblaient, non pas à cause de l'âge, mais à cause du respect et de la fin d'une époque. Elle regarda par la fenêtre alors que la pluie commençait à tomber. Des gouttes lentes et délibérées qui tapaient contre la vitre comme le tic-tac d'une horloge. Et elle murmura « Merci, David. » Dans le marais, sous les roseaux loin en dessous du cercle de pierre, la terre vibra une fois, doucement, rythmiquement. Ce n'était ni un avertissement, ni une menace, juste un rappel.
Nous nous souvenons, et les souvenirs, lorsqu'ils sont conservés avec soin, deviennent un héritage. Parfois, les plus petites choses, un souvenir, un choix, même une piqûre de moustique, peuvent porter le poids de générations. Le voyage de David n'était pas seulement une question de survie. Il s'agissait de se souvenir de qui nous sommes. Avant que quelque chose d'autre ne nous dise qui devenir, qu'auriez-vous fait à sa place? Nous aimerions connaître votre opinion. Laissez un commentaire ci-dessous, surtout si cette histoire vous a touché. Et si vous aimez les histoires qui font réfléchir comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine histoire qui pourrait bien changer votre vision du monde. Merci de votre écoute et à la prochaine, restez curieux.